Aujourd'hui, on va parler de l'exploration de la fonction hépatique. Alors, c'est un cours bref. C'est un rappel anatomique, les principales fonctions du foie. Même بعدها تدخلوا في la partie vraiment exploration, il y a l'exploration biochimique du foie avec les syndromes biologiques hépatiques. Alors, le foie, c'est le seul organe qui est capable de se régénérer, comme introduction, ça. Il est situé dans l'hippocampe droit. Il pèse 1,7 kg à peu près, ça dépend de la personne. Alors, sa vascularisation, comme l'artère hépatique qui apporte le tiers, qui représente le tiers de la vascularisation et qui apporte l'essentiel de l'oxygène au foie. La veine porte, elle draine une grande partie de l'intestin et par laquelle la plupart des nutriments absorbés dans le tube digestif atteignent le foie. Donc, l'artère hépatique, il dit l'oxygène, ou la veine porte, il dit l'intestin, et il dit comme le foie, les nutriments. L'unité fonctionnelle du foie, qui est malheureux, qui est le néphron. Le foie, c'est le lobule hépatique. Le lobule hépatique, il est constitué d'hépatocytes. Alors, les hépatocytes sont disposés en lamelles autour de la veine centrale. Il les sinusoïdes autour des lames d'hépatocytes. Donc, les sinusoïdes, ils sont constitués d'histiocytes. C'est les histiocytes, c'est les cellules, ils représentent 20% des cellules hépatiques. C'est les cellules de Kupfer, les cellules endothéliales et les cellules de Ito. Kupfer, c'est les macrophages de défense. Endothéliales, c'est la barrière entre les hépatocytes. Ou les cellules de Ito, le stockage de la vitamine A. Donc, je crois qu'il y a un schéma plus grand. C'est le cours c'est le même schéma, il est plus grand pour mieux voir. Donc voilà. Les cellules hépatiques ou la veine centrale. Donc le sang, il circule de façon centripète, ça veut dire de la périphérie vers la veine centrale. Par contre, la bile, elle circule d'une façon centrifuge du centre vers la périphérie. Alors, ce qu'on appelle la triade portale. Elle est constituée d'un canal biliaire, une artère hépatique et une branche de la veine porte. Les trois représentent une triade portale, les espaces entre les hépatocytes. C'est d'une façon générale, l'unité fonctionnelle du foie, il y a le lobule hépatique. Les principales fonctions du foie. Alors, on commence par la fonction métabolique. C'est connu, le foie, on l'appelle l'usine du corps, ou le principal organe métabolique. Il dit le métabolisme glucidique, le métabolisme lipidique, protéique et hormonal. Le métabolisme glucidique est constitué, la glucogénolyse, ça veut dire la lyse du glucogène. La glycogénèse, ça veut dire la formation du glucogène.
et la néoglucogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose à partir de substrats non glucidiques. Le métabolisme lipidique, c'est la synthèse des acides gras, cholestérol, cétogénèse. Le métabolisme protéique, le foie, il synthèse la majorité des protéines du corps, protéines plasmatiques, facteurs de coagulation, synthèse de l'urée. Mais aussi le métabolisme hormonal, métabolisme et excrétion des hormones stéroïdiennes et les hormones polypeptidiques, les hormones d'origine protéique. عندها une fonction biliaire, c'est-à-dire la synthèse de la bile. La bile, alors, permet l'élimination des métabolismes toxiques, généralement insolubles dans l'eau. فيها تاني des acides biliaires qui permettent la digestion. D'une façon générale. Alors, pour mieux voir le système biliaire, un schéma plus grand. Voilà. Donc, le foie, les canaux hépatiques, le cholédoque, la vésicule biliaire, le tout converge vers le cholédoque. Le pancréas, il déverse ses sécrétions le cholédoque. Et enfin, le tout finit vers le sphincter d'Oddi ou l'ampoule de Waterner. Donc, le canal biliaire, il permet le stockage de la bile, où à chaque fois que la personne elle se nourrit d'aliments à base de graisse, etc., ben, il y a sécrétion de la cholécystokinine. C'est presque la même chose comme courtiana, mais la disposition de là. Donc, il y a la sécrétion de la cholécystokinine qui permet de sécréter la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire. Alors, on a une synthèse à peu près à 1 litre de bile par jour. Ou entre les repas, elle est emmagasinée dans la vésicule biliaire. Alors, la bile, c'est un liquide jaune, brunâtre, vert olive, d'un pH plus ou moins basique. Elle est riche en acides biliaires, bilirubine, cholestérol, etc. et de certaines protéines, mucine, albumine, IgA, et de cations, etc. Bon, il faut parce que la partie la plus importante, c'est l'exploration. Je m'en sortir le normalement, tu as le là, mais vous pouvez m'arrêter. Alors, on va détailler les acides biliaires ou la bilirubine. Alors, la synthèse des acides biliaires, elle se fait en 2 étapes. Une étape, le foie, ou la deuxième étape, l'intestin. L'étape le foie, elle nous donne des acides biliaires primaires. Au l'intestin, on a la transformation des acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires. Un autre schéma maintenant. Donc voilà, le cholestérol, le foie, il est transformé en 7-alpha-hydroxycholestérol et puis en acide cholique et acide kénodésoxycholique. Ces c'est les acides biliaires primaires. Le foie, il y a une conjugaison de les acides biliaires primaires avec d'autres substrats pour nous donner
des composés plus solubles. L'intestin, il joue les bactéries intestinales, il transforme les acides biliaires primaires, comme l'acide cholique ou acide kénodéoxycholique, en acide biliaire secondaire, l'acide désoxycholique ou l'acide litocholique. Donc, c'est ce qui est dit. Voilà, la série de l'eau, là, c'est l'acide cholique et kénodésoxycholique. Sous l'action de l'acide alpha-hydroxylase, il y a les acides biliaires primaires. Donc, la série zéro, c'est après conjugaison. Comme il y a une conjugaison avec la glycine ou la taurine pour nous donner des composés parfaitement solubles dans les canalicule biliaires. Donc, c'est on a la conjugation à la glycine ou la taurine. L'intestin, qui m'a bien là. Alors, on a la transformation en acide biliaire secondaire sous l'action de la flore bactérienne. Alors, à quoi servent les acides biliaires? Quel est leur rôle? Donc, les acides biliaires permettent une propriété à la fois hydrophile ou hydrophobe. Une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Donc, ce qui constitue des micelles qui marchent en troisième année, les micelles, les globules qui permettent de solubiliser les graisses dans une substance plutôt aqueuse, dans un milieu aqueux. Alors, les produits de dégradation, c'est des produits de dégradation du cholestérol et des stéroïdes. C'est le cholestérol qui est transformé en acide biliaire. Alors, la solubilisation des cholestérols et des phospholipides dans la bile, le fait qu'ils une propriété à la fois hydrophile ou hydrophobe, ils permettent de solubiliser les graisses, cholestérol et phospholipides dans la bile. C'est le transport, vu qu'on solubilise les graisses dans la bile, ça permet de les transporter dans la lumière intestinale, sous forme de micelles, pour être absorbés. On a les nutriments qui sont de nature lipidique, comme les acides gras, les lipides, les vitamines liposolubles. Donc, ils sont transportés dans les micelles pour être ensuite absorbés dans l'intestin. La bile a un rôle dans la digestion intestinale parce que ça forme une émulsion et qui favorise l'action des enzymes pancréatiques, les lipases pancréatiques, pour dégrader les lipides. Donc, pour récapituler, les acides biliaires ont une nature à la fois hydrophile et hydrophobe. C'est des produits de dégradation tels que le cholestérol, qui marchent dans le schéma là. Oui. Justement, sur ce point, il y a une remarque qui est que le cholestérol, il met de l'acide biliaire, il met les deux acides. Normalement, c'est ça. Ouais, les acides biliaires. Ouais. Après dégradation, tel le cholestérol, et attendant les acides biliaires. C'est bon. Donc, après dégradation tel le cholestérol, qui marche dans le schéma l'autre, tel que on a les acides biliaires, l'eau primaire, l'intestin ou l'eau secondaire. Au niveau de la bile, c'est-à-dire au niveau du foie, ils sont primaires, acides biliaires primaires. Ils permettent de solubiliser tout ce qui est cholestérol, phospholipides. Ils permettent le transport des lipides dans l'intestin pour après être absorbés. Les lipides sont sous forme de vitamines liposolubles, etc. C'est-à-dire toute substance de nature liposoluble, hydrophobe. C'est-à-dire, il joue la bile pour permettre
leur transport dans l'intestin et pour ensuite être absorbé. Il permet la digestion des lipides. Pour dégrader des lipides complexes grâce des lipases pancréatiques. Et ben la bile, elle permet de former des émulsions pour favoriser l'action de les lipases. D'accord? Alors la bilirubine, c'est le produit du catabolisme de l'hème, c'est-à-dire après dégradation de l'hème, on a la bilirubine. L'hème, on sait que l'hème caïne fait l'hémoglobine, ça veut dire les globules rouges. C'est-à-dire après la mort des globules rouges, on a dégradation de l'hème et donc on a libération de l'hème et puis dégradation de l'hème en bilirubine. L'hème caïne d'autres substances, mais les globules rouges, caïne certains myoglobules musculaires, cytochrome hépatique, peroxydase, etc. Donc, quand il y a leur dégradation, il y a la libération de la bilirubine. Alors, il y a deux formes de la bilirubine. La bilirubine non conjuguée ou la bilirubine conjuguée. Alors, la bilirubine non conjuguée représente la majorité de la bilirubine plasmatique. Elle est très peu soluble, c'est pour ça qu'elle circule liée à l'albumine. La bilirubine conjuguée, elle est soluble et elle représente une partie négligeable. Alors, le métabolisme de la bilirubine, il fait intervenir plusieurs enzymes. Bon, le métabolisme détaillé de la bilirubine, normalement, dès le premier trimestre, l'hémolyse, hémobio. Mais bon, parmi les enzymes de le métabolisme de la bilirubine, qui est l'hème oxygénase, la biliverdine réductase, il me donne la bilirubine lipophile, il y a la non conjuguée. D'accord. Donc, elle est transportée grâce à l'albumine vers l'hépatocyte. Ou l'hépatocyte a des transporteurs membranaires qui permettent de capter la bilirubine, les OATP. C'est le nom du transporteur membranaire. Alors, l'albumine, tu vas être le plasma ou le bilirubine, tu trouves l'hépatocyte. Alors, une autre enzyme impliquée dans le métabolisme et qui est très important, c'est l'UDP glucuronosyle transférase, UGT1A1. Bon, alors, on la retrouve dans le réticulum endoplasmique. Elle conjugue la bilirubine liposoluble à une ou deux molécules d'acide glucuronique. Donc, l'enzyme, elle permet de former la bilirubine conjuguée hydrosoluble. Donc, pour récapituler, on a deux formes de bilirubine, la non conjuguée ou la conjuguée. Parmi les enzymes importantes, le métabolisme qui est l'hème oxygénase, la biliverdine réductase, il me donne la bilirubine non conjuguée. L'UDP glucuronosyle transférase 1A1 qui permet la conjugaison de la bilirubine non conjuguée مع un acide glucuronique باش يعطينا la bilirubine conjuguée. Ou le transporteur qui permet l'entrée de la bilirubine non conjuguée dans l'hépatocyte, c'est l'OATP. Alors, la bilirubine conjuguée, elle est transportée les canalicules biliaires de l'hépatocyte et elle est sécrétée dans la bile. Dans l'intestin, la déconjugaison se fait par des bêta-glucuronosidases parce que avec le cycle entérohépatique, les bactéries présentes dans l'intestin ont une bêta-glucuronosidase et qui permettent la déconjugaison de la bilirubine.
Alors, 20%, elle est réabsorbée ou 80%, elle est transformée sous forme de stercobiline et elle est éliminée dans les selles. Donc, voilà. L'excrétion, 80% de la bilirubine conjuguée dit une autre enzyme dans la flore bactérienne, qui la stercobiline, ou 20%, elle a le cycle entéro-hépatique et elle est excrétée dans les urines. Donc, pour récapituler, la bilirubine, la bilirubine, elle provient de l'hème. L'hème, l'hémoglobine et d'autres protéines, qui mènent la myoglobine, les cytochromes, etc. La bilirubine non conjuguée ou la conjuguée, qui est deux types. Parmi les enzymes qui dégradent du métabolisme de la bilirubine, l'hémoxygénase, la biliverdine oxydase, etc. La bilirubine lipophile, la lipophile est la non conjuguée. Le transporteur membranaire OATP, il permet l'entrée de la bilirubine non conjuguée dans l'hépatocyte. L'enzyme UDP glucuronosyle transférase 1A1, c'est une protéine membranaire située dans le réticulum endoplasmique. Elle permet la formation de la bilirubine conjuguée hydrosoluble. L'excrétion de la bile, elle se fait par les transporteurs vers les canalicules biliaires. Les canalicules biliaires, des canaux biliaires plus grands, ils convergent vers le cholédoque, vers la vésicule biliaire. Alors, dans l'intestin, il y a une déconjugaison par l'épithélium intestinal. 20% est réabsorbé, 80% est transformé par d'autres enzymes sous forme de stercobiline pour être éliminé dans les selles. C'est la stercobiline qui donne la couleur aux selles. Et une autre fonction, c'est le foie, liée à la fonction de détoxification. Alors, on le sait tous, le foie, c'est l'organe qui permet de détoxifier le sang. Alors, il y a la détoxification des médicaments et des substances étrangères, métabolisme et élimination des substances endogènes et exogènes. Donc, en gros, le foie a trois fonctions principales, les humains. Voilà. Là, c'est la fonction métabolique, glucidique, lipidique, protéique et hormonale. La fonction biliaire, c'est la fabrication de la bile. Et enfin, la détoxification. Donc, nous avons l'exploration biochimique hépatique. Alors, selon la classification de Fauver, il y a 5 groupes de tests. Les tests de la fonction biliaire, il y a plusieurs tests qui évaluent la fonction biliaire. Les tests de la cytolyse, les tests de l'épuration, de l'activité métabolique et de la réaction inflammatoire. Les tests, c'est le dosage de la bilirubine, des transaminases azate-alate, de la phosphatase alcaline, de la gamma-GT, l'albumine sérique, le taux de prothrombine et l'électrophorèse des protéines sériques. Donc, devant toute maladie hépatique, les résultats, ils permettent de nous orienter. Donc, les maladies hépatiques, c'est soit des maladies hépatocellulaires qui atteignent le parenchyme hépatique ou la hépatobiliaire ou cholestasique qui atteint la conjugaison ou la sécrétion de la bile. Alors, pour mieux comprendre,
on va voir chaque exploration, chaque test de la fonction biliaire, de la cytolyse, etc. كل واحد فيه plusieurs paramètres. هادو هما les paramètres. Alors, on commence par explorer la fonction biliaire. Pour explorer la fonction biliaire, on dose surtout les phosphatases alcalines, la bilirubine, la gamma-GT, et parfois on complète par le dosage des acides biliaires dans le sang. Pour voir si la fonction biliaire, c'est-à-dire la fonction qu'a le foie pour synthétiser la bile, si elle est correcte ou pas. Alors, le paramètre lourd, c'est la phosphatase alcaline. C'est une enzyme ubiquitaire qui est active en milieu alcalin. Elle est d'origine intestinale, hépatique ou osseuse. Alors, elle augmente physiologiquement la grossesse, parce que l'enfant a une forte activité ostéoblastique. Ça veut dire l'isoenzyme osseux qui vide. Elle augmente pathologiquement. Les affections hépatobiliaires, par exemple les hépatites ou les cholestases, ou les affections osseuses, maladie de Paget et les tumeurs. Donc, alors, l'exploration hépatique, selon la classification Fauver, il y a 5 groupes de tests. Ça veut dire les tests, c'est la fonction biliaire, de la cytolyse, de l'épuration, de l'activité métabolique ou de la réaction inflammatoire. Chaque test fait plusieurs paramètres. Les paramètres sont la bilirubine, les transaminases, la phosphatase alcaline, la gamma-GT, l'albumine, les taux de prothrombine ou l'électrophorèse des protéines sériques. Pour évaluer, par exemple, la cytolyse, on fera certains paramètres. Pour évaluer la fonction biliaire, on fera d'autres paramètres selon ce qu'on veut évaluer. Donc, devant une maladie hépatique, les analyses ils nous orientent soit vers des pathologies hépatocellulaires, ça veut dire que le parenchyme hépatique, il est atteint. Ou là, des pathologies hépatobiliaires ou cholestasiques, ça veut dire que la fonction de la conjugaison ou là, la sécrétion de la bile, elle est atteinte. Tout ça selon les résultats de les paramètres. Qu'est-ce qui est augmenté, qu'est-ce qui est diminué. Maintenant, on va voir ça avec plus de détails. Le double exploration de la fonction biliaire. Alors, pour évaluer la fonction biliaire c'est quoi? C'est la formation de la bile. C'est-à-dire, le foie, là, il sécrète normalement la bile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le dosage des phosphatases alcalines, la bilirubine, parce que la bilirubine, c'est la bile, la gamma-GT, ou parfois on complète par le dosage des acides biliaires dans le sang. Alors, on commence par la phosphatase alcaline. Alors, la phosphatase alcaline, c'est une enzyme ubiquitaire. Ça veut dire que nous avons plusieurs organes, l'intestin, le foie ou les os. Elle peut augmenter, c'est-à-dire qu'on peut dire le dosage d'une façon physiologique, c'est-à-dire normale. Il a donné le dosage c'est normal si c'est une femme enceinte, parce que l'enfant a une forte activité ostéoplastique, c'est-à-dire il constitue son squelette. C'est les enfants. Les enfants sont en croissance, donc la phosphatase alcaline pas là, et c'est tout à fait normal. Mais on dit que c'est pathologique, ça veut dire que c'est pas normal que la phosphatase alcaline soit pas là à des personnes adultes, par exemple, parce qu'il y a des infections hépatobiliaires.
Les affections hépatobiliaires peuvent être des hépatites ou là une cholestase. Ou des affections osseuses. Par exemple, la maladie de Paget ou là des tumeurs osseuses. Maladie de Paget, normalement vous connaissez, c'est, comment expliquer? Nous avons les sujets âgés ou les enfants qui ont les ostéomalacies ou là les rachitismes. Alors, عند هادو يكون l'isoenzyme osseux طالع. Par contre, les hépatites ou la cholestase, c'est l'isoenzyme hépatique qui يكون طالع. Parce qu'il y a plusieurs isoenzymes تاع la phosphatase alcaline. تعرفوا شو هو isoenzyme? Isoenzyme, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de l'enzyme. L'enzyme تاع l'intestin, تاع le foie ou تاع les os. Alors, le dosage, comment il se fait? Alors, le substrat paranitrophénylphosphatase, la PNPP, sous l'action de la phosphatase alcaline, elle est transformée en paranitrophénol plus phosphate. Alors, on mesure la vitesse d'absorption de la paranitrophénol à 405 nanomètres. C'est-à-dire, le produit, plus qu'on a, plus on a des phosphatase alcaline. Et on mesure à 405 nanomètres. Est-ce que c'est clair pour la phosphatase alcaline? Alors, la phosphatase alcaline, elle hydrolyse les esters phosphoriques avec un pH optimal alcalin. C'est-à-dire, le rôle c'est d'hydrolyser, dégrader les esters phosphoriques où elle est active à pH alcalin. pH optimal ou le pH alcalin. Elle est surtout localisée à la surface des sinusoïdes sur la membrane des canalicules biliaires. Là, comme on a le schéma de le lobule hépatique, de la phosphatase alcaline, j'ai à la surface des sinusoïdes. Ou j'ai sur les membranes des canalicules biliaires. C'est pour ça qu'elle permet d'évaluer la fonction biliaire, parce que j'ai les canalicules biliaires, en gros. Il y a une autre enzyme, c'est la 5'-nucléotidase. 5-alpha-nucléotidase, non. C'est une enzyme hépatique localisée dans les canalicules biliaires. C'est pour ça qu'elle permet d'évaluer la fonction biliaire. C'est un marqueur sensible et spécifique, c'est les cholestases intra-extra-hépatiques. Donc, les cholestases, donc, nous voyons les syndromes hépatiques. Elle n'est pas vraiment demandée en routine. La 5-nucléotidase, elle n'est pas beaucoup utilisée. C'est surtout la phosphatase alcaline, gamma-GT, bilirubine. Alors, la gamma-GT, c'est une enzyme ubiquitaire. On la trouve dans le foie, le rein, les intestins. Mais l'enzyme prédominante, c'est celle qui est d'origine hépatique. Alors, en association avec la phosphatase alcaline, si elles sont les deux augmentées, ça confirme qu'il y a une atteinte hépatique. C'est-à-dire, il y a la gamma-GT ou la phosphatase alcaline, c'est que sûrement qu'il y a une atteinte hépatique. Elle est très inductive, c'est-à-dire elle est augmentée en cas d'alcoolisme chronique ou là la prise de certains médicaments qui met le phénobarbital ou les contraceptifs. Gamma, mais qu'un test qui m'a fait. كاين un test bien sûr que كاين test في الجاما جي تي sauf que il est pas détaillé هنايا عندكم ومام حنا في الكور تاعنا تاع العام اللي فات ما on nous a pas détaillé le test comment il se fait sauf que حنا قالوا لنا باللي il se fait sur un sérum ou plasma héparine il y a pas de d'autres conditions particulières بصح الا كاين une réaction là non ni le cours تاعكم ni le cours تاعنا ما فيه des détails sur ça. Les valeurs normales, نتوما ما عطاكمش les valeurs normales, ça veut dire que vous n'êtes pas censé les apprendre. بصح حنا عندنا
chez une personne normale, la gamma GT normalement est inférieure à 60 unités par litre. 60 unités par litre. C'est normal. Si c'est supérieur, ben c'est pathologique. Alors, la bilirubine, un autre paramètre. Alors, la bilirubine, elle évalue l'intensité des ictères et elle oriente vers l'origine de l'ictère. Est-ce que c'est la bilirubine conjuguée ou la bilirubine non conjuguée ça permet de nous orienter. C'est un paramètre d'urgence en néonatologie, surtout les ictères du nouveau-né. Parce que en cas de allo-immunisation fœto-maternelle, la mère a des anticorps contre les hématies du bébé, il y aura hémolyse de l'enfant. L'enfant, vu que c'est un bébé, son foie est immature. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la conjugaison de la bilirubine normalement. Ça veut dire la bilirubine non conjuguée a 17 là. Il a la bilirubine non conjuguée, sachant qu'elle est liposoluble, ou le foie, le nouveau-né, il est encore immature. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'albumine. هذيك la bilirubine non conjuguée تبقى تدخل le cerveau et nous donner des affections l'ictère nucléaire. C'est un paramètre d'urgence en néonatologie. C'est bon? Alors, le transport, les échantillons doivent être rapides parce que la bilirubine, elle est photosensible, à l'abri de la lumière. Il y a le dosage de la bilirubine totale ou la bilirubine directe. La bilirubine totale ou directe. La bilirubine indirecte, elle est induite. La bilirubine directe, il y a la bilirubine conjuguée ou indirecte, il y a la bilirubine non conjuguée. Alors, la méthode de dosage, c'est la méthode de diazotation. Alors, une réaction instantanée de la méthode, ça atteint la bilirubine directe. C'est-à-dire l'échantillon, quand on utilise de la méthode, on a directement le taux de bilirubine direct. C'est après solubilisation de la bilirubine libre, rejetement la bilirubine totale. La différence binetrum est la bilirubine indirecte. Les valeurs normales. Alors, la bilirubine totale doit être inférieure à 10 mg par litre, la bilirubine directe inférieure à 2 mg par litre et la libre inférieure à 8 mg par litre. Alors, le dosage SEHAM permet de déterminer le type de bilirubine, ça veut dire le type d'ictère. Donc, vu qu'on parle de la bilirubine, on va voir les ictères. Donc, on ne peut pas doser la bilirubine non conjuguée indirecte. Voilà. La bilirubine non conjuguée ne peut pas être dosée directement. C'est-à-dire, on dose la bilirubine conjuguée, on va une méthode de solubilisation de la bilirubine libre, non conjuguée, ou on dose la totale. On va dire une différence, la bilirubine totale moins la directe, on rajoute la bilirubine indirecte. Alors, les ictères, c'est ce qu'on appelle la jaunisse. دروك غادي نشوفو quel que soit le type de bilirubine اللي يطلع ماشي مليح. C'est ça. Ouah, en gros, c'est ça. Vous allez voir avec plus de détails les types d'ictères. Alors, les ictères, c'est une accumulation de bilirubine qui entraîne la coloration jaune des téguments. La coloration jaune, elle apparaît quand la bilirubine totale elle est supérieure à 30 mg par litre. Alors, l'ictère, c'est un symptôme et non pas une pathologie propre. Ça veut dire que si on a un ictère, c'est qu'il y a une cause derrière l'ictère. C'est un symptôme.
Alors qu'il y a plusieurs mécanismes de l'hyperbilirubinémie, soit par excès de production de la bilirubine, ou là par anomalie de la captation de la bilirubine au niveau des cellules hépatiques, c'est-à-dire avec le transporteur qui capte la bilirubine, c'est mon OATP. Il est défaillant, par exemple, par trouble de conjugaison hépatique, ou là par défaut d'excrétion dans l'élimination canaliculaire de la bilirubine conjuguée, ou là un obstacle anatomique. Donc, on a une hyperbilirubinémie. Il a un excès de production, ou là, les cellules hépatiques n'arrivent pas à capter la bilirubine pour la conjuguer, ou là, il y a une défaillance les enzymes de conjugaison, ou là, tout ça est normal, c'est que c'est un défaut d'excrétion. Ça veut dire soit les canalicules biliaires ont un problème, ou là, il y a un obstacle anatomique qui ne permet pas l'élimination de la bile. Alors, la classification, c'est les hyperbilirubinémies, les ictères. Alors, selon le siège de l'anomalie, ou là, selon le type de bilirubine en excès. Selon le siège de l'anomalie, les ictères pré-hépatiques, les ictères hépatiques ou les ictères post-hépatiques. Ou le type de bilirubine en excès, les ictères à bilirubine conjuguée ou les ictères à bilirubine non conjuguée. Alors, les ictères pré-hépatiques, ça veut dire que l'anomalie sera avant le foie. Ça veut dire que le foie, il est sain, il est normal. Mais ça, il y a un problème avant l'arrivée du sang au foie. Les ictères sont après dominance bilirubine libre, ça veut dire la bilirubine non conjuguée, et elle est là. C'est la bilirubine conjuguée. Pourquoi? C'est-à-dire les étiologies, les causes des ictères pré-hépatiques, soit c'est à cause d'ictères hémolytiques héréditaires. Il y a une hyperhémolyse. Si on a une hyperhémolyse, ça veut dire qu'il y a une destruction des globules rouges et donc l'élévation du taux d'hémoglobine et de bilirubine. Alors, les ictères hémolytiques héréditaires, l'anomalie membranaire des globules rouges, les globules rouges microsphérocytose, les anomalies enzymatiques, déficit en G6PD ou la pyruvate kinase, ou les anomalies de l'hémoglobine, thalassémie et drépanocytose. À la G6PD ou la pyruvate kinase, ils permettent la production de l'énergie, le globule rouge. S'il y a un déficit, le globule rouge il sera détruit plus rapidement et donc il y aura une élévation de la bilirubine. Les ictères hémolytiques acquises, c'est soit une incompatibilité résulte sous la ABO, la transfusion de sang incompatible, ou là une infection néonatale, virale ou bactérienne, un virus qui provoque une hyperhémolyse ou la bactérie, ou là la HAI, anémie hémolytique auto-immune. C'est-à-dire que la personne a des anticorps contre ces globules rouges et qu'elle a une hyperhémolyse. Alors, sur le plan clinique, quand on a des ictères pré-hépatiques, l'ictère est modéré, c'est-à-dire une jaunisse très claire, c'est-à-dire sans prurit. Prurit, il y a les démangeaisons. Où les urines sont claires car seule la bilirubine conjuguée hydrosolide peut passer dans les urines. Donc, l'ictère est à bilirubine non conjuguée. La bilirubine conjuguée est normale. Est-ce qu'on a une question sur les ictères pré-hépatiques? Donc, on continue. Donc, l'ictère peut être... Pouvez-vous répéter le dernier point?
tâche dernier et t'as les urines. Les urines sont claires car seule la bilirubine conjuguée est hydrosolée. C'est-à-dire la bilirubine conjuguée passe dans les urines. Et donc, وحنا اللي راه بزيادة c'est la bilirubine non conjuguée. C'est-à-dire quand on a un ictère préhépatique, c'est la bilirubine non conjuguée qui est augmentée, et non pas la bilirubine conjuguée. Et donc, les urines يقعدوا claires, sont pas foncées. Parce que même بعد دوك نشوفوا un cas avec les urines foncées. Alors, les ictères hépatiques, affection située au niveau du foie, c'est-à-dire si on a un problème hépatique, ils sont séparés en fonction de la forme de la bilirubine qui augmente. Alors, si c'est la bilirubine libre qui augmente, c'est soit la maladie de Gilbert ou la maladie de Crigler-Najjar. La maladie de Gilbert, elle est due à une mutation du gène l'enzyme de la glucoroconjugaison, l'UGT1A1. Comme عاقلين هاد l'enzyme elle permet de conjuguer la bilirubine. Si elle est défaillante, ben c'est normal d'avoir une augmentation de bilirubine libre. Alors, la mutation elle est à transmission autosomique récessive, découverte fortuite, un diagnostic d'origine moléculaire. Alors, la maladie de Crigler-Najjar, la maladie elle est très rare. Alors, c'est soit un déficit partiel à l'UGT1A1, le type 2. Si c'est un déficit partiel, donc c'est un bon pronostic. On peut traiter ça par phytothérapie ou le phénobarbital. Le déficit, il est total, ça veut dire le type 1, c'est la maladie de Crigler-Najjar. La découverte, elle est dès la naissance, avec des risques d'encéphalopathie, parce qu'il y aura augmentation de bilirubine libre. Comme la bilirubine libre, il y a risque d'ictère nucléaire, et donc de maladies neurologiques et des encéphalopathies. Le seul traitement, c'est la transplantation hépatique. Ok, les ictères hépatiques à prédominance de bilirubine conjuguée. Oui, c'est ce que la bilirubine conjuguée est là. Si on a un trouble héréditaire de l'expression de la bilirubine, syndrome de Dublin-Johnson ou le syndrome de Rotor. Alors, tout le monde, comme c'est pas détaillé, on a un effet avec plus de détails. Donc, la maladie de Dublin-Johnson, on va voir. Alors, le syndrome de Dublin-Johnson ou là le syndrome de Rotor. Alors, celui de Dublin-Johnson, c'est un ictère. Il est dû à une anomalie du transporteur canaliculaire de la bilirubine. Ça veut dire que l'excrétion, la fonction de l'excrétion, elle est atteinte. Pourquoi? Parce que le transporteur canaliculaire, il est atteint. Ou le syndrome de Rotor, c'est une diminution les transporteurs des canalicules d'élimination. Mais il y a toujours une petite élimination. C'est pour ça que le syndrome de Rotor, il est plus bénin que le syndrome de Dublin-Johnson. Voilà. Donc, le syndrome de Rotor, on a des anomalies, des douleurs abdominales, nausées, anorexie, etc. C'est juste pour détailler. Là, il y a une obstruction à l'excrétion, la cholestase. Donc, quand on a le problème hépatique, il y a augmentation de la bilirubine conjuguée. C'est soit un problème les canalicules biliaires,
le syndrome de Dublin-Johnson ou le syndrome de Rotor, ou là une obstruction à l'excrétion. C'est-à-dire, on a une lithiase, un caillou qui bouche les voies biliaires. Et puis, les ictères post-hépatiques, cholestasiques. C'est des ictères à prédominance de bilirubine conjuguée qui est très élevé par rapport à la libre. Alors, l'obstacle est entre le duodénum, entre le foie et le duodénum, ça veut dire au niveau du cholédoque. Il est dû soit à un cancer de la tête du pancréas ou là à une obstruction du cholédoque, calcul, parasite, etc. Donc, on récapitule. Il y a 3 types d'ictères. Ictère pré-hépatique, ça veut dire le problème à le foie. Il a le problème à le foie, ça veut dire c'est soit des ictères hémolytiques, une hyperhémolyse, soit héréditaire ou la acquise. Si on a une hyperhémolyse, ça veut dire une quantité kbira de la bilirubine qui dépasse la capacité de la conjugaison de le foie. C'est pour ça qu'on a une augmentation de la bilirubine libre. Parce que tellement qu'il y a une bzef que le foie ne peut pas tout conjuguer, donc on aura de la bilirubine libre en excès. Les ictères hépatiques, ça veut dire le problème avec le foie. Donc, si c'est des ictères hépatiques à bilirubine libre, c'est soit dû à la maladie de Gilbert ou la maladie de Crigler-Rotor. Les deux, c'est une anomalie de l'enzyme à la conjugaison. C'est-à-dire l'enzyme à la conjugaison, elle est défaillante, soit partiellement ou bien totalement. Donc la conjugaison ne se fait pas et donc on a une augmentation de la bilirubine libre. Oui, donc la bilirubine conjuguée, elle est augmentée. Ou le problème reste le foie, ictère hépatique à prédominance de bilirubine conjuguée. Donc, le problème se situe dans les canalicules biliaires, syndrome Dublin-Johnson ou bien syndrome de Rotor, ou bien une obstruction au niveau hépatique, une cholestase, un petit caillou qui bouche les canalicules biliaires. Si le problème est situé en post-hépatique, donc c'est cholestasique, donc, on a un obstacle entre le foie et le duodénum. L'obstacle est un cancer de la tête du pancréas, ou là, un calcul biliaire, ou là, un parasite, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour l'exploration de la fonction biliaire. Quand on explore la fonction biliaire, on fait la phosphatase alcaline, non? Phosphatase alcaline, 5 nucléotidases, la gamma-GT ou la bilirubine. Même il a notre fonction biliaire, elle est normale ou pas. Deuxièmement, il y a l'exploration de la cytolyse hépatique. L'exploration de la cytolyse, il y a les transaminases. Azat, alat. Azat, c'est aspartate aminotransférase ou alat, c'est alanine aminotransférase. C'est des enzymes qui permettent de transférer un groupement NH2, l'aspartate pour l'azate ou l'alanine pour l'alate, sur l'alpha-cétoglutarate. Alors, les deux azate-alate sont largement distribués dans l'organisme. On les trouve partout dans l'organisme. L'azate, qui est une lysoenzyme hépatique, tu as le muscle, tu as le cœur, le rein, pancréas et cerveau. Par contre, l'alate, elle est plus particulièrement hépatique, plus spécifique au foie.
si il y a une augmentation de l'azate ou la late, donc on a un problème d'hépatite virale, et peut-être significative au cours des hépatites virales. C'est-à-dire ça induit, ça nous fait penser à des hépatites virales. Voilà, c'est presque la même chose maintenant. Alors, toute augmentation de transaminase, voilà. Devant toute augmentation des transaminases, les paramètres suivants doivent être appréciés. Alors, si on a une augmentation des transaminases, nous voyons à quel point l'augmentation est pour comprendre le type de pathologie. Il y a l'amplitude de l'hypertransaminasémie, la durée de l'anomalie, une augmentation de plus de 3 à 6 mois, ça veut dire que le sujet est passé à la chronicité. ثاني نشوفوا la symptomatologie clinique plutôt. Les anomalies biologiques associées, si le sujet a d'autres anomalies. La sérologie virale, l'hépatite B ou l'hépatite C. Alors, l'élévation chronique des transaminases dans plus de... Donc, l'élévation des transaminases, elle est due à la consommation excessive de l'alcool ou à l'obésité. Donc, pour récapituler, les transaminases azat alat, les humains TGO, TGT. Avant qu'on ait TGO, TGP, donc on utilise plus la dénomination azat alat. Alors, quand il y a une augmentation les azat alat, ça nous fait penser plus aux hépatites virales, les hépatites. Les hépatites, surtout l'hépatite B, l'hépatite C. Devant une augmentation, nous voyons à quel point l'augmentation est significative ou pas. Nous voyons la durée de l'augmentation, nous savons si le sujet est aigu ou chronique. Nous voyons la symptomatologie clinique, il y a d'autres pathologies associées, etc. Mais généralement, l'augmentation est due à des hépatites ou là une consommation excessive d'alcool et l'obésité. كاين ثاني la lactate déshydrogénase, la LDH. La lactate déshydrogénase فيها 5 isoenzymes. L'isoenzyme numéro 5, il est retrouvé dans le foie. C'est-à-dire s'il est augmenté, donc il y a une pathologie hépatique. Il y a l'OCT, l'ornithine carbonyltransférase. C'est une enzyme spécifique du foie. Elle fait partie du cycle de l'urée, mais elle est difficile à doser. Elle n'est pas vraiment beaucoup dosée. Les paramètres les plus utilisés sont l'azat alat ou la LDH. Donc, on passe à l'exploration qui est le métabolisme, l'activité métabolique. Je trouve si le foie a une activité métabolique normale ou pas. Donc, on dose albumine, fibrinogène, on fait le TP, on dose l'ammoniac ou la glycémie. Alors, l'albumine a une synthèse exclusivement hépatique. Le fait que sa synthèse elle est exclusivement hépatique, ça veut dire que si elle est diminuée, donc le problème surécoule le foie parce qu'elle n'est pas synthétisée par un autre organe. La demi-vie, elle est longue, elle est de 20 jours. Ça veut dire que si on a une pathologie aiguë, il a qui doit être la pathologie où on fait le dosage de l'albumine normal. C'est pour ça qu'il y a un autre paramètre qui est la préalbumine, qui est une autre protéine strictement hépatique. La demi-vie, elle est courte, elle est de 50 heures. C'est un marqueur très spécifique et précoce des atteintes hépatocellulaires. Ça veut dire que le sujet fait une atteinte hépatocellulaire. On dit le dosage de la préalbumine par exemple, la préalbumine, donc il y a une atteinte du métabolisme. Donc, on fait le Par contre, si on dose l'albumine, ما نقدوش نعرف تقعد normal parce que
la demi-vie elle est longue. Là, نقصت l'albumine, c'est que la personne a une pathologie chronique. So déjà, l'albumine a une demi-vie longue. Il a le taux d'albumine. C'est que le sujet, ça fait longtemps qu'il a une pathologie hépatique. Qu'est-ce que le dosage du fibrinogène parce qu'il est synthétisé par le foie. La détermination du TP, le taux de prothrombine. C'est le taux, normalement, de l'hémobio. C'est le temps requis pour l'apparition de caillots de fibrine. Le test, il est sensible au facteur de coagulation, vitamine K dépendant. La demi-vie est de quelques heures. Donc, il est significatif. Vu que la demi-vie est de quelques heures, donc une perturbation du taux de prothrombine, elle est précoce, c'est-à-dire c'est un signe d'une anomalie précoce. L'ammoniac. Lorsqu'il y a un défaut de la synthèse de l'urée, l'ammoniac s'accumule dans le sang. Alors, le phénomène ne se rencontre que dans les hépatites, les maladies hépatiques graves ou lors des troubles innés du métabolisme. L'ammoniac est très toxique. Donc, si on a un problème du métabolisme dans le cycle de l'urée, le foie a une pathologie. Et le cycle de l'urée, il est perturbé. Donc, on a une augmentation de l'ammoniac. Si on dose l'ammoniac, ou l'ammoniac qui est là, c'est très, très grave parce qu'il est toxique pour le système nerveux central ou il y a des comas hépatiques. La glycémie, puisque le métabolisme énergétique est principalement régulé au niveau hépatique. Donc, au niveau hépatique, on a la glucogénolyse, la néoglycogénèse, etc. Donc, une perturbation de la glycémie peut être due à des pathologies hépatiques. Alors, le cholestérol ou les triglycérides. Le cholestérol, il est dégradé au niveau du foie. Triglycémie. Donc, une différence le taux de cholestérol ou la triglycéride, il nous renseigne sur un problème de métabolisme hépatique. S'il est diminué, donc il y a une insuffisance hépatocellulaire. Et s'il est augmenté, donc on a un ictère par obstruction. Donc, il y a un obstacle qui ne permet pas l'élimination de cholestérol ou triglycérides et donc il s'accumule dans le sang. Alors, exploration de l'épuration plasmatique et de la détoxification. Alors, l'exploration, elle se fait en calculant la clairance relative d'une substance. Ça veut dire, qui m'aide sur la fonction rénale, qui est la clairance de la créatinine. Ça veut dire que le volume épuré par une unité de sang pour voir la vitesse de l'épuration de le foie. Donc, on prend un paramètre où on chauffe la clairance. Elle se fait par l'épreuve de bromosulfate naphthalène. Elle n'est pas détaillée, même l'exploration de la réaction inflammatoire. Donc, le foie, c'est le siège de la synthèse des protéines de la réaction inflammatoire. Par conséquent, l'inflammation induit des variations de synthèse. Donc, le foie, quand il y a une inflammation dans le corps, c'est le foie qui synthétise les protéines de la réaction inflammatoire, par exemple la CRP. Donc, s'il y a une inflammation, s'il y a une perturbation des paramètres, donc il peut y avoir un problème le foie. Parmi les tests qu'on fait, il y a l'électrophorèse des protéines sériques, cirrhose, albumine, bloc, la cirrhose.
le dosage des protéines de la réaction inflammatoire ou le dosage des immunoglobulines. Donc, il a une augmentation de les IgG. C'est une hépatite auto-immune. Si c'est les IgA, ben, c'est forcément une cirrhose alcoolique. Et d'où on verra l'hépatite auto-immune ou c'est la cirrhose alcoolique, les syndromes du bas. Donc, on commence les syndromes biologiques hépatiques. Alors, il y a 4 grands syndromes, qui est la cytolyse, la cholestase, l'insuffisance hépatocellulaire ou la cirrhose. Les syndromes يقدروا يكونوا associés, زعما ماشي obligé يكون كاينه غير cytolyse. قد تكون une association تاع une cytolyse ou une cholestase qui se complique من بعد تولي لنا une insuffisance hépatocellulaire, etc. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a une cholestase, donc il y a une cholestase. Il y a deux nous en même temps. On commence par la cytolyse. Alors, la cytolyse, c'est une atteinte de la membrane hépatocytaire, donc soit par nécrose, soit par augmentation de la perméabilité membranaire. Donc, quand on a une cytolyse, ça veut dire que les cellules hépatiques sont détruites. Comment le savoir, les bilans hépatiques? On fait les transaminases. En cas de cytolyse, on a une élévation sur les transaminases. Généralement, les alates. Alors, elle est généralement prédominante en alate, sauf deux exceptions. Alate supérieure à 1, c'est une cirrhose et hépatite alcoolique. Bon, c'est les rapports azat-alate. On a درنا العام اللي فات azat sur alate, si c'est inférieur à 1, c'est une hépatite aiguë. Si c'est supérieur à 2, c'est un alcoolisme. Si c'est égal, plus ou moins égal à 1, c'est une hépatite chronique. Si c'est supérieur à 1, c'est une cirrhose et hépatite alcoolique. Ça dépend. Ça dépend de la source. Le prof il donne une source, un livre ou là. Donc, voilà. Si on fait élévation variable de la charge en fer. S'il y a une cytolyse, donc il y a une augmentation de le fer sérique, la saturation en transférine et la ferritinémie. Parce que le fer il est stocké dans les cellules hépatiques. S'ils sont détruits, ben, il sera libéré. L'élévation de la LDH, l'élévation de la gamma GT, elle augmente en cas de cholestase. Ouais. La cytolyse peut être associée à une cholestase, soit sur fait d'un agent étiologique commun ou du retentissement de la cytolyse sur la fonction biliaire. Donc, on a une cytolyse qui m'a comme une cholestase. C'est un agent étiologique, par exemple, un virus qui nous fait ça. Ou là, la cytolyse, elle a tellement duré qu'elle cause un problème sur la fonction biliaire. C'est-à-dire, elle bloque la fonction biliaire, donc on a une cholestase. Donc, je fais la cholestase, la cytolyse, je crois. Donc, on va voir finir la cholestase. Vous comprendrez mieux. Alors, les principales étiologies de la cytolyse, c'est les hépatites virales, alcooliques ou la médicamenteuse, où 50% des hépatites sont d'origine médicamenteuse. Donc, ce qui nous cause de la cytolyse, la destruction des cellules hépatiques, c'est soit un virus, hépatite B ou l'hépatite C, l'alcool, les médicaments, par exemple le paracétamol, si on dépasse la dose de 4 mg 4 grammes par jour, pardon. Toxique, le champignon amanite phalloïde, ou là la mononucléose. Mononucléose infectieuse qui est causée par l'Epstein-Barr virus, EBV. Et de gars, il donne une cytolyse. Alors, les hépatites. On va détailler les hépatites.
Les hépatites peuvent être d'origine virale, toxique, ou les auto-immunes. Les hépatites virales, donc c'est un virus qui attaque le foie. L'hépatite B ou l'hépatite C, il y aura du coup hépatite aiguë ou la chronique. Dans le cas, les aminotransférases, qui est un marqueur très sensible, il est augmenté dû à la nécrose cellulaire. Il est augmenté 10 à 100 fois la normale. J'ai dit 10 à 100 N. N, c'est les valeurs normales de les transaminases. Alors, les valeurs normales de les transaminases, tu m'as mis pour la l'enzymologie. C'est 45 unités par litre. Donc, si c'est 100 à 10 à 100 fois la normale, une hépatite virale a dit des taux de transaminase entre 450 et 4500 unités par litre. Ou l'hépatite chronique, on a 2 à 5 fois la normale. Les transaminases. Gamma GT, 2 à 5 fois. Où on a une augmentation des aminotransférases de plusieurs jours. Voilà. Donc, avant l'augmentation, on a une apparition d'ictère. Les hépatites toxiques, elles sont dues soit à des médicaments, par exemple le paracétamol, les salicylés, isoniazide rifampicine, des antituberculeux, l'éthanol, tétrachlorure de carbone, phosphore, etc. Elles peuvent entraîner une nécrose cellulaire et entraver ça. Ok. Donc, parmi les hépatites, il y a l'hépatite toxique qui est due soit à un médicament ou le tétrachlorure de carbone, éthanol, etc. Les hépatites toxiques, elles peuvent évoluer en cirrhose. Les hépatites auto-immunes, ça veut dire qu'il y a un anticorps qui cause une inflammation. C'est des anticorps antimicrosomes hépatiques et rénaux caractérisés et qui caractérisent la forme d'hépatite auto-immune. On le traite par immunosuppresseurs ou souvent ils évoluent vers la cirrhose. Donc, les hépatites toxiques ou les auto-immunes, ils évoluent vers une cirrhose. La cholestase. Alors, la cholestase, ça veut dire qu'il y a une stase à la sécrétion biliaire. C'est des perturbations qui engendrent une diminution ou une interruption à la sécrétion biliaire. Soit la sécrétion ou la synthèse par défaut d'excrétion biliaire. Donc, la cholestase, soit on a un obstacle des voies biliaires macroscopiques, ou là, on a une atteinte des cellules épithéliales des voies biliaires interlobulaires, ou là, des pôles biliaires des hépatocytes. C'est des cholestases non obstructives. Pardon. Donc, il y a la cholestase obstructive, donc il y a un obstacle qui bloque la sécrétion biliaire, ou il y a non obstructif, donc il y a une anomalie que les cellules épithéliales des voies biliaires interlobulaires. Donc, les hépatocytes. Donc, si on a une cholestase, il y aura une augmentation des substances normalement qui sont sécrétées par le foie. Donc, tout ce qui est normalement éliminé le foie, il sera par le foie, la bile, il sera augmenté. Un petit schéma pour mieux comprendre. Donc, la cholestase, normalement la bile, qui a une excrétion les acides biliaires, le cholestérol, la bilirubine conjuguée, elle est excrétée dans l'intestin. Vu qu'on a une cholestase, par exemple, par obstacle, les composés radimés touchent l'intestin, ils vont s'accumuler dans le sang.
les acides biliaires dans le sang, ils nous provoquent un prurit, les démangeaisons, parce qu'ils sont très, très irritants. La bilirubine conjuguée, des clitères ou des urines foncées. Le cholestérol, vu qu'on n'a pas d'excrétion des acides biliaires, les acides biliaires, ils permettent de solubiliser tous les nutriments liposolubles et donc de les absorber. Donc, il n'y aura pas absorption de certains nutriments. Par exemple, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. S'ils ne sont pas absorbés, donc la vitamine K, il n'y aura pas synthèse des facteurs vitamine K dépendants. Facteur 2, facteur 7, 9, 10, protéines S et protéines C. Donc, il y aura des risques d'hémorragie. Quoi encore? La cholestase, elle crée des perturbations le foie. Par exemple, elle détruit certaines cellules le foie, une cytolyse ajoutée en plus. Donc, on aura une augmentation de la 5-alpha-nucléodidase, la phosphatase alcaline et la gamma-GT. Qui me fait le schéma, on a une augmentation en cas de cholestase, une augmentation de la bilirubine conjuguée. Les phosphatases alcalines, ils augmentent. On observe plus de 95% d'augmentation des cholestases extra-hépatiques, 50% dans les cholestases intra-hépatiques. C'est-à-dire que la phosphatase alcaline, elle est beaucoup plus augmentée que les cholestases extra-hépatiques que dans les cholestases intra-hépatiques. La gamma-GT, là. C'est pour ça qu'on fait le dosage de la phosphatase alcaline, mais la gamma-GT. Il est le zoujahamtalène, on est sûr qu'il y a une cholestase. L'allongement du temps de QIC, TP corrigé par injection de la vitamine K. Le temps de QIC, il est allongé parce qu'on a une diminution des facteurs vitamine K dépendants, parce que la vitamine K n'est pas absorbée, parce qu'on a une cholestase. Parce que les acides biliaires ne sont pas excrétés, ils permettent de solubiliser les nutriments dans la bile. Et donc, même si on injecte de la vitamine K, le TP il sera corrigé, il est normal. Donc, c'est même فهموا باللي علاه كان le TP كان ناقص parce que ما كانش كاين la vitamine K, il y avait une carence en vitamine K. Mais le facteur 5, il est normal parce que le facteur 5 n'est pas un facteur vitamine K dépendant. Donc, le taux de si on le dose, n'est pas normal. D'autres signes, hypercholestérolémie, parce que la fonction de la sécrétion de la bile, elle est altérée. Donc, le cholestérol n'est pas excrété. On l'observe surtout dans les cholestases chroniques. Il y a une élévation des acides biliaires sériques. C'est ce qui nous cause le prurit, parce que les acides biliaires ne sont pas excrétés, encore une fois. Et il y a une stéatorée. La stéatorée, c'est une augmentation du taux de lipides dans les selles. C'est des selles blanches mastiques, très graisseuses, qui signifie qu'il y a un déficit d'acide biliaire dans les selles. Donc, sur le plan clinique, on a un prurit qui est dû au dépôt des acides biliaires qui ne sont pas excrétés dans la bile, des urines foncées, très foncées à cause de la bilirubine conjuguée, des selles blanchâtres à cause de la stéatorée et des reflets cutanés verdâtres. Ah. Alors, quelles sont les causes d'une cholestase? Quelle est la cholestase extrahépatique ou la cholestase intrahépatique? La cholestase extrahépatique,
c'est une obstruction des voies biliaires, soit une lithiase ou là un cancer. Tu as le pancréas ou là, les voies biliaires, l'ampoule de Vater, la vésicule biliaire. S'il y a un cancer, l'augmentation de la masse, par exemple, tu as le pancréas, elle va bloquer l'excrétion de la bile. Autre, la pancréatite, les sténoses de la voie biliaire principale. La voie biliaire principale, c'est les canaux biliaires plus le canal de cholédoque. Alors, la lithiase biliaire. C'est quoi une lithiase biliaire? Alors, la lithiase biliaire, c'est une maladie liée à la présence de calculs dans les voies biliaires. Les calculs sont dus à une bile sursaturée en cholestérol, ce qui permet la formation des calculs biliaires. Donc, les calculs peuvent migrer et créer une obstruction des voies biliaires et donc une cholestase. Et là, les calculs biliaires sont de grande taille. On a le choix d'opérer, la vésicule biliaire ou pas. Par contre, si les calculs biliaires sont de très petite taille, il faut opérer parce que donc, les petits calculs ils peuvent migrer et créer des sténoses dans la bile, dans le foie, et ça peut s'aggraver. Les calculs de petite taille, généralement, ils opèrent. Parce que ça peut être grave. Normalement, une information là. Donc, la lithiase, elle se forme, les calculs, quand le rapport cholestérol sur acide biliaire, il est très augmenté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cholestérol dans la bile, une sursaturation en cholestérol. Les cholestases intrahépatiques, celles-ci sont dues à une obstruction des voies biliaires intrahépatiques, ça veut dire dans le foie. L'obstruction peut être due à un cancer, c'est le foie, ou bien à une cirrhose biliaire primitive. Une cirrhose biliaire primitive, ça veut dire qu'il y a présence d'anticorps anti-mitochondries qui créent une inflammation dans les canaux biliaires intrahépatiques et empêchent l'excrétion biliaire et donc ça nous crée une cholestase. La cirrhose biliaire primitive, elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, une fréquence de 9 sur 10, c'est-à-dire il y a 9 fois plus de chez les femmes ont 9 fois plus de chances d'avoir une cirrhose biliaire primitive par rapport aux hommes. L'insuffisance hépatocellulaire, c'est la diminution des capacités et des fonctions de sécrétion hépatocytaire. Le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, c'est un schéma que je te fais montrer. Mais qu'il y a une insuffisance, qu'elle soit cardiaque ou la rénale ou la hépatique, ça veut dire que l'organe marche dire ses fonctions normalement. Il y a une diminution des capacités de l'organe. Alors, on va voir le schéma. Alors, le foie ne fait pas ses fonctions normalement. Donc, il n'y a pas de dégradation du glucogène. Donc, il y a une hypoglycémie. Les fonctions de synthèse de le foie sont entravées. Donc, le foie ne synthétise plus d'albumine. Par conséquent, on a des œdèmes, acides, etc. Le foie ne synthétise plus de facteurs de coagulation. La conséquence est des hémorragies. Il n'y a plus d'absorption de cholestérol. Bon, le cholestérol,
l'excrétion biliaire. Il n'y a pas d'excrétion des acides biliaires, cholestérol, bilirubine conjuguée dans l'intestin. Donc, par conséquent, on ne peut pas absorber les triglycérides, les vitamines liposolubles. Et donc, mais cache cholestérol, mais cache les hormones stéroïdiennes, hypogonadisme. Le cycle hépatique est entravé. Donc, si la personne elle est sous médication, on lui dit adaptation thérapeutique parce que son cycle entéro-hépatique marche normal. Le cycle de l'urogénèse là entravé, donc il y a augmentation les NH4+, risque d'encéphalopathie hépatique et de coma hépatique. Donc, fait de l'insuffisance, les fonctions le foie sont diminuées. Je vous comme tout le monde. Hypoalbuminémie, parce que le foie ne synthétise plus d'albumine, donc il y a risque d'œdème. Chute du TP, parce qu'il n'y a plus de vitamine K. Par contre, pour faire la différence entre la chute TP ou l'ishna avant la cholestase, avant elle était corrigible par la vitamine K. Parce que le foie, il faisait ses fonctions. Qu'on a la vitamine K, il les facteurs vitamine K dépendants. Mais ça, le foie, les cellules hépatiques ne font plus leur fonction. Et donc, même il a la vitamine K, ils ne vont pas synthétiser de facteurs vitamine K dépendants. Donc, la particularité de l'ETP, c'est qu'il n'est pas corrigible par la vitamine K. Vu que la demi-vie les facteurs, elle est de quelques heures à 4 jours, c'est un marqueur précoce de l'insuffisance hépatocellulaire. La cholestase, le facteur 5, il était normal, il est diminué, encore parce que le foie ne synthétise plus de protéines ni de facteurs. D'autres signes, hypocholestérolémie, il n'y a pas de synthèse de cholestérol, il n'y a pas d'absorption de cholestérol, diminution de l'urée, accumulation de l'ammoniac, parce que le cycle de l'urogénèse est entravé, risque de coma hépatique, et une hypoglycémie. Pourquoi? Elle est due à quoi? De l'insuffisance hépatocellulaire, soit à une cirrhose décompensée ou là à une hépatite cytolytique aiguë, virale médicamenteuse. C'est-à-dire, soit les hépatites nous créent il s'aggrave, insuffisance hépatocellulaire, ou là la cirrhose quand elle est décompensée. On va voir la cirrhose de l'autre. Alors la cirrhose, c'est une pathologie chronique évolutive, elle est caractérisée par une désorganisation de la structure du foie. C'est-à-dire qu'il dit l'échographie, le foie n'a pas la forme normale. Elle est caractérisée par la mort des cellules où ils sont remplacés par du tissu fibreux et des nodules. Il y a destruction des hépatocytes où l'astome joue des nodules fibreux. On fait le diagnostic par ponction, normalement. Ouais, on fait une ponction pour voir s'il y a des fibres ou pas. Mais ثاني قد يديروا les paramètres اللي قريناهم دروك. Alors, من تكون كاينه une cirrhose, les signes نلقاو des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou des signes d'hypertension portale, acide, hémorragie digestive et varices œsophagiennes. نديروا le schéma voilà, pour mieux comprendre. Alors, la cirrhose, il y a mort des cellules, remplacement des cellules hépatiques par du tissu
fibreux. Donc, encore une fois, qui m'a fait l'insuffisance hépatocellulaire, il y a défaut d'excrétion biliaire, donc entrave du cycle entérohépatique, et dans le syndrome cholestasique. Pourquoi il y a un défaut d'excrétion biliaire? Parce que donc, les fibres, ils bouchent les canalicules biliaires. La fonction de synthèse à le foie, elle est entravée. Pourquoi? Parce que les cellules hépatiques ne synthétisent plus les protéines ou les enzymes hépatiques. Pas d'albumine, donc œdème acide, pas de facteur de coagulation, donc hémorragie, pas d'absorption de cholestérol, donc hypogonadisme. Augmentation, vu que la bilirubine n'est pas excrétée, donc elle est augmentée dans le sang, donc ictère. Et le cycle de l'urogénèse, il est entravé, donc encéphalopathie hépatique, parce qu'il y a augmentation de l'ammoniac dans le sang. Qu'il y a une particularité. Vu que le foie, c'est-à-dire il ne fonctionne pas normalement, la veine porte le sang léger, il n'est pas épuré. Ça veut dire que tu as une hypertension portale. Il y a beaucoup de sang qui arrive pour l'épuration. Mais ça, le sang, il n'est pas épuré. Donc ça crée une pression au niveau de la veine porte. L'hypertension portale a des conséquences. Ça nous crée des varices œsophagiennes ou des hémorragies parce qu'il y a un retour de sang, donc il y a des hémorragies digestives. Il y a l'hypersplénisme, donc des cytopénies. Pourquoi? Parce qu'il y a des hémorragies. Il ne faut pas oublier que les facteurs de coagulation ne sont pas synthétisés, donc il y a beaucoup d'hémorragies, donc il y a un hypersplénisme. La rate, elle est surchargée. Et des cytopénies, parce que des hémorragies, destruction des globules rouges, hyperconsommation des plaquettes, donc il nous les populations du sang, enfin, tout ce qui est plaquettes, globules rouges, etc. Je fais la musique comme elle est. Voilà. Il y a aussi les acides. Alors, l'acide, parce que l'hypertension portale, pour évacuer la pression au niveau de la veine porte, c'est quoi l'acide? C'est du liquide dans l'abdomen. Donc, le liquide, je me la veine porte, il la cavité abdominale. L'acide, c'est une acide mécanique, on appelle ça, de cause mécanique. La cause mécanique, il y a l'hypertension. On appelle ça une acide transudative. Quand j'ai une acide causée par une infection, on appellerait ça une acide exudative. Elle dit c'est juste pour une remarque, elle a les acides qui sont de type exudative ou transudative. Transudative, c'est dû à une hyperpression. Exudative, c'est une infection. Alors, les causes de la cirrhose, ça peut être un alcoolisme chronique, l'évolution de l'hépatite A ou l'hépatite C, l'hépatite toxique, par exemple une hépatite d'origine médicamenteuse, une cirrhose biliaire primitive, ça veut dire l'origine c'est les anticorps, ou là une cirrhose des maladies métaboliques, hémochromatose, accumulation c'est le fer, maladie de Wilson c'est l'accumulation c'est le cuivre, ou là le déficit en alpha-1 antitrypsine. L'alpha-1 antitrypsine c'est une antiprotéase, donc c'est des protéines, c'est une enzyme ou protéine. C'est une protéine qui protège les cellules contre les protéases.
Donc, il a un déficit, donc ils sont plus protégés, les cellules. La biologie, quand on fait les analyses biologiques, en cas de cirrhose hépatique, un ictère à bilirubine conjugué, des anomalies de coagulation, ou c'est qu'il y a une particularité, quand on a une cirrhose biliaire primitive, c'est qu'il y a une soudure du bloc bêta-gamma, l'électrophorèse des protéines. Qui dit l'électrophorèse des protéines, normalement, c'est l'albumine, alpha, bêta ou gamma de gigahack. Je ne sais pas comment tu le curseur ou là. Donc, les cirrhoses biliaires primitives, il y a une excrétion de l'IgA, bzef. Déjà, je l'ai avant. Cette l'IgA, elle migre entre le bloc bêta ou le bloc gamma. C'est pour ça qu'on dit que les cirrhoses, il y a une soudure du bloc bêta-gamma l'électrophorèse des protéines à cause de la quantité d'IgA excrétée. La cirrhose biliaire primitive, parce que c'est une maladie auto-immune. Alors, comment on explore la fibrose? Nous dirons une ponction biopsie hépatique. La ponction, c'est un examen invasif et douloureux. Parfois, il est contre-indiqué. Donc, on remplace ça par des paramètres sanguins, des scores biologiques. Le fibrotest axitest dans la fibrose, enfin le fibrotest et l'axitest. Le fibrotest, on calcule un score à partir de 5 paramètres. La alpha-2 macroglobuline, la gamma-GT, la bilirubine totale, l'apolipoprotéine A1 ou l'aptoglobine. Le score, il permet de déterminer la probabilité de développement d'une fibrose hépatique. Pour voir quelle est la probabilité que le sujet développe une fibrose hépatique. L'axitest, en plus de les paramètres, ils y donnent la LAT. On associe les deux pour apprécier l'activité nécrotique inflammatoire dans les hépatites chroniques. Donc, quand on fait l'axitest, ça nous permet de voir l'activité nécrotique, la nécrose, ou l'inflammation des hépatites chroniques. Le score est 0, 1. Et là qu'on approche du 0, ça veut dire que la probabilité de fibrose elle est faible. Si on est supérieur à 0,6, ça veut dire que la probabilité atteint 90% en faveur de la formation de fibrose hépatique. Il y a d'autres paramètres indirects. Par exemple, le dosage des molécules de collagène. On dose le collagène de type 1, 3 et 4 pour voir s'il y a constitution de fibrose, mais aussi l'acide hyaluronique. Juste une autre remarque, la différence entre une cirrhose décompensée et une cirrhose compensée, qui est deux types de cirrhose. La cirrhose compensée, il n'y a pas de manifestation clinique et peu de signes d'hypertension portale. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une cirrhose, mais elle barre une partie. Le foie, elle fait son travail. Donc, il n'y a pas beaucoup de signes cliniques. Qui sont décompensés, donc il y a les signes cliniques qui nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cellules du foie qui permettent de compenser la cirrhose, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Les marqueurs indirects à la fibrose, c'est les molécules de collagène ou acide hyaluronique. Là, l'axe. L'indirect, c'est tout ce qui est... Ah non, c'est vrai, il existe des marqueurs directs. Les directs, c'est le collagène ou acide hyaluronique, ou l'indirect, c'est le fibrotest ou l'axitest. Merci. Parce que tout ce qui est collagène, c'est cher. Les tests, normalement, c'est très cher. Ils diront les scores indirects.
c'est moins cher. D'autres questions? La question d'examen. شاشيزو خلينا نفكر. Normalement يعطوكم des cas cliniques. يعطوكم des cas cliniques وانتم تشوفوا شي la pathologie la plus favorable. صح généralement حنا عندي فاش comment c'était. حنا عندي فتوتنا. انتم مثلا تفوتوا بزاف لي cours, c'est vrai. Ça c'est pas difficile. Enfin, انا بان لي الكور تاع هيباتيك il est plus ou moins logique. تفهمي سدي. Donc مش عارفه لي كيسيون ديكزام. généralement يديروا لكم des cas cliniques. يديروا لكم des cas cliniques. سيرو. حضرتكم وقالت لنا بروف قراو مليح سيرو. دونك سيرو غادي طيح. إلا بغيتو نعطيكم السيبور تاعنا باسكو فيه لي شيما شابين تفهموا بهم خير. هو الكونتوني بريسك كيف بصح حنا سي عطاونا الدياب دونك نحفظوا بهم بلو فاسيل. دونك غادي يجوا لي كيسيون على لا سيرو سهله. سي رومبلاسمون تاع لي سيلول هيباتيك بدي فيبر كي لي لا فيبروز تتاكل لو فوا والاسبي تاعه في ليكوغرافي تتبدل لاسبي دو فوا. دونك بوتي تا بوتي لا سيروز تقد تولي اون انسفيزانس هيباتوسيلولير باسكو le foie ne fait plus sa fonction.